Depuis hier, une grande partie de la classe politique guyanaise a réagi et continue de réagir suite à l'attaque d'un chien policier contre un homme qui participait au défilé carnavalesque dans les rues de Cayenne. On va pas lister tout le monde parce qu'il y a beaucoup de monde, mais Marie-Laure Finera-Horte, Georges Patient, Christiane Taubira, Lénaïque Adam ont dénoncé ce qu'il s'est passé. C'est aussi le cas du député Gabriel Serville, avec qui nous sommes ce matin. Bonjour Monsieur Serville. Bonjour Monsieur Zamit, bonjour aux auditeurs de Radio Pays. Rien ne justifie qu'on lâche des chiens sur des individus qui manifestent pacifiquement. C'est ce que vous avez écrit sur Twitter quelques heures après ce qu'il s'est passé dimanche. Quelles ont été vos premières réactions en découvrant les images ? Alors, j'étais outré par les images que j'ai découvertes sur les réseaux sociaux et celles que j'ai pu observer en étant moi-même sur place, puisque dès l'annonce de ce qui se passait à Cayenne, j'ai voulu avoir le cœur net et c'est la raison pour laquelle j'ai fait le choix de me rendre sur site afin de bien réaliser ce qui s'y déroulait pour pas que mon analyse soit faussée par les on-dit. Et il est évident que ce que j'ai vu sur le terrain m'a révolté, en sachant que je l'étais déjà depuis samedi soir, puisqu'il y a eu cette manifestation de personnes qui voulaient dire à quel point elles réprouvaient le fait que le préfet ait élargi l'amplitude du couvre-feu. Et j'ai observé que lorsque ces personnes se sont retrouvées au niveau de la place des chaînes brisées, place hautement symbolique, eh bien, elles ont été délogées par la force de la police qui était déjà accompagnée de 2 chiens à ce moment-là. Et je crois que faire cette association entre la place des chaînes brisées et les chiens qui nous rappellent des heures sombres de notre histoire ne pouvait pas me laisser indifférent. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à réagir en adressant ce courrier de mise en garde à monsieur le préfet de Guyane. Pour vous, Gabriel Serville, et je me doute que c'est compliqué de comprendre a posteriori ce qu'il a pu se passer dans la tête de ce policier, mais pour vous, est-ce qu'il s'agit plutôt d'une maladresse ou d'un acte délibéré ? Je dirais que le poisson pourrit toujours par la tête. On va parler du policier. Personnellement, je n'ai pas envie de parler du policier. J'ai envie de parler de la direction, du directeur territorial de la police nationale, Monsieur Friedman, qui dès le samedi soir avait clairement annoncé la couleur, puisqu'il avait dit que nous sommes avec les chiens, mais si jamais cela était insuffisant, nous passerions à l'utilisation des gaz lacrymogènes. Et c'est exactement ce qu'il a réalisé dimanche après-midi, à croire qu'il y avait une préméditation dans son action. Je voudrais dire aux auditeurs qu'après l'instant d'émotion très forte que nous avons vécu, je souhaiterais faire un peu de place à la raison. En rappelant l'article L211-9 du Code de la sécurité intérieure, qui dispose qu'un attroupement, au sens de l'article 413-3 du Code pénal, peut être dissipé par la force publique après 2 sommations de se disperser, demeurer sans effet, adresser, etc., etc. L'article dit bien que l'attroupement peut être dispersé par la force publique. C'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Ensuite, l'article 431-3 du Code pénal, il dit que constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public. Alors, il se trouve que apparemment, tout se serait bien passé jusqu'à l'intervention des policiers. Je rappelle que le délit, l'attroupement constitue un délit si à la fois il n'est pas autorisé et si d'autre part il est susceptible, comme le dit la loi, de troubler l'ordre public. Or, là, en l'occurrence, il n'était pas autorisé. Il n'était pas autorisé, mais on sait bien que le carnaval, par définition, ça a toujours été dans l'essence même de ce carnaval en Guyane des manifestations spontanées. C'est un moment de dérision, c'est un moment de moquerie, c'est un moment où on inverse les rôles. Mais alors, c'est vrai qu'on aurait pu imaginer que la seule faute qui aurait été commise par les gens qui se sont livrés à cet acte-là, ça a été effectivement de ne pas avoir déclaré leur présence sur la voie publique. Et encore. Mais je veux dire qu'il faudrait qu'on me démontre à quel moment cette manifestation a été susceptible de créer un trouble à l'ordre public. Alors je rappelle encore une fois, et je le dis en direction du directeur territorial de la police nationale, qu'il a pour mission le maintien de l'ordre public, c'est-à-dire encadrer des manifestations qui se déroulent dans un ordre relatif. Et puis, il a aussi pour objectif, pour but de rétablir l'ordre public lorsque cet ordre a disparu. Or, en l'occurrence, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai compris,
À aucun moment, il n'y avait de trouble à l'ordre public dans la manifestation et dans son déroulement. Et donc, je suis étonné. Je pose la question au directeur qui nous explique qu'est-ce qui a pu motiver une telle intervention. Je rappelle par ailleurs, toujours en me référant à la loi, que le recours à la force est encadré par 3 notions. Premièrement, on dit qu'il faut une absolue nécessité de son emploi. Je ne vois pas où se trouvait l'absolue nécessité d'utiliser la force à ce moment précis. Un acte disproportionné, selon vous? Deuxièmement, le deuxième critère, la deuxième notion, c'est la proportionnalité. Comme vous le dites, il faut que la riposte soit proportionnée à l'attaque. Si attaque il y a. Troisièmement, il faut que la force prenne fin avec la fin du trouble supposé. Bon, il n'y avait pas de trouble, mais il se trouve que une fois que la manifestation était dispersée à la fois par les gaz lacrymogènes et par la pluie, il a plu pendant une petite demi-heure et ça a dispersé les gens qui étaient là, mais on a vu que M. Albert Tarsi, il a été attaqué par un chien et mordu à la main. C'est-à-dire que là, il n'y avait plus d'attroupement, il n'y avait plus de rassemblement, donc l'utilisation de la force ne se justifiait plus et c'est justement à ce moment-là que M. Tarsi Carnavalier se fait mordre par un chien. Donc je me dis qu'il y a trop de questions qui se trouvent posées en si peu de temps et le directeur territorial de la police nationale va devoir répondre de ces questions-là. Je rappelle par ailleurs, par rapport à ce que dit la loi, que l'utilisation des gaz anti-agression est bien cadrée par la loi parce que ce gaz, il sert à, mettre en place une riposte qui soit proportionnée, comme je l'ai dit précédemment, c'est-à-dire que s'il y a des faits de violence qui seraient exercés contre les forces de l'ordre. Moi, j'étais présent lorsque certaines personnes ont été gazées avec la bombe lacrymogène et je puis vous dire que ces carnavaliers étaient en train de défiler tranquillement. Ils n'étaient nullement agressifs vis-à-vis des policiers qui étaient en faction sur le boulevard Nelson Mandela. Et donc, je ne comprends toujours pas où se situait le danger qui a poussé certains policiers à faire usage de leur gaz anti-agression, puisque au départ, il n'y avait pas d'agression. Alors, vous savez, quand vous mettez tous ces éléments là bout à bout, ça pose de vraies interrogations que j'adresse à monsieur le directeur territorial de la police nationale. À qui vous n'avez pas parlé depuis dimanche? Je ne lui ai pas encore parlé, mais quand je lui parlerai, ça sera dans un cadre tout à fait officiel. D'accord. Pour lui dire que je ne suis pas content du tout de la façon dont les choses se sont passées, que j'ai des griefs à formuler contre lui. J'ai observé par ailleurs que la personne qui est responsable de la déontologie au sein de la police nationale était aussi présente sur les lieux. Dans une pratique qui ne relève nullement de ses attributions, mais on n'aura certainement pas nécessairement ici, mais plus tard l'occasion de développer pourquoi je le dis ainsi. Et donc, cela veut dire qu'en quelque part, selon moi, le directeur de la police nationale a opéré des choix, mais qui sont totalement contraires aux choix déontologiques qu'il aurait dû faire, compte tenu de ce que sont les missions de la police nationale sur le territoire. Et ce sont donc ces choix, selon vous, qui sont à l'origine de ce qu'il s'est passé dimanche, et pas finalement la violence d'un policier. Je ne sais pas si vous avez entendu le journal de 7 heures il y a quelques minutes, on entendait Jérôme Gué, l'avocat de l'homme qui a été attaqué, dire « Il n'y a pas de violence policière, cette affaire est une affaire de violence d'un seul policier ». Pour vous, désaccord sur ce point? Alors non, il n'y a pas de désaccord sur ce point-là. Je dirais simplement qu'il y a une violence qui est exercée par une personne, mais cette personne n'est pas un élément isolé dans une équipe. Maillon dans la chaîne. C'est un maillon dans la chaîne de commandement. C'est-à-dire le directeur, il donne des ordres, c'est lui qui dit à quel moment il faut charger, c'est lui qui dit à quel moment il faut faire usage des bombes anti-agression, des gaz lacrymogènes, c'est lui qui dit à quel moment il faut battre en retraite, etc. C'est lui qui a donné la consigne certainement de venir avec le chien. Donc je veux dire qu'il y a comme un responsable. Nous, on voit la morsure. Il faut traiter la question de la morsure, mais avant la morsure, il y a bien quelqu'un qui a pris la décision d'encadrer et qui a pris la décision du profil qu'il fallait donner à cette intervention-là. Et je crois que seul le directeur territorial de la police nationale doit en porter la responsabilité. Alors moi, je vais être très clair dans ce que je dis. Je vais lui poser les questions. Et s'il n'est pas en capacité de répondre à toutes nos interrogations, je lui dirai simplement que sa place n'est pas en Guyane
et je n'en dirai pas plus pour aujourd'hui. Hier justement, puisque vous en parlez, Monsieur Friedman était à votre place dans cette même émission. Il a déclaré qu'il avait pris la décision de ne plus utiliser de chiens pour des opérations de maintien de l'ordre comme celle de dimanche soir. Est-ce que c'est suffisant, selon vous? Bien une sanction doit être prononcée? Mais pour moi, c'est pas suffisant. Je considère qu'il est allé trop loin, et c'est aussi la raison pour laquelle j'avais dit à Monsieur le préfet nouvellement nommé en Guyane que nous sommes un territoire particulier, pas plus particulier et je dirais pas moins particulier par rapport aux autres, mais c'est un territoire qui a une histoire. C'est un territoire où vivent des gens, il y a des us et coutumes, il y a des manières d'être, et je considère qu'il est important, quand on arrive sur un territoire comme celui-là, de prendre le temps de comprendre les habitants. Et je crois que si certaines personnes arrivent en Guyane avec la seule volonté de pouvoir sortir la matraque, pour pouvoir casser du monde, parce qu'on leur aurait dit avant qu'ils n'arrivent que ces personnes qui vivent ici méritent d'être mises au pas, je me dis que c'est une grossière et grave erreur que le préfet ou que le directeur de la police nationale serait en train de commettre. Connaître les habitants, je me permets de vous couper, Monsieur Serville, connaître les habitants et aussi peut-être, je vais y arriver, connaître les symboles. Je ne sais pas si vous avez lu le communiqué de presse qu'a envoyé Christiane Taubira. Elle parle justement de ce geste symbolique. Au-delà de ce qu'il s'est passé très concrètement, il y a tout ce que ça engendre symboliquement. Mais ça, je l'avais déjà dit. Je crois que j'ai été le premier à réagir par rapport à cette situation où j'avais dit qu'effectivement, le pays a une histoire. L'histoire de l'esclavage, qui n'est pas une histoire propre à la Guyane, est enseignée un petit peu partout en ce moment, et Madame Taubira effectivement y a contribué lorsqu'elle était députée, et donc je considère que il y a des fondamentaux, il y a des précédents qu'il faut connaître, qu'il faut maîtriser. Alors il n'y a pas que l'histoire de l'esclavage, il y a l'histoire de tous ces Amérindiens qui ont été décimés à l'arrivée des colons, qu'il faut aussi connaître, même l'histoire des bagnards, parce qu'il y a des gens qui ont été relégués en Guyane alors qu'ils étaient totalement innocents. L'affaire Dreyfus est encore dans toutes les mémoires. Moi je dis que la Guyane ne s'est pas faite comme ça entre samedi et dimanche. Il y a des antécédents et je considère qu'il faut pouvoir prendre en considération tous ces antécédents. Et donc, ce qui est important aujourd'hui, comme je l'ai dit au risque de me répéter, on a connu cette émotion très très vive et qui est toujours présente dans nos esprits et dans nos cœurs. Aujourd'hui, je considère qu'il faut passer à la deuxième phase, c'est-à-dire laisser parler la raison, poser les questions d'ordre pratique qui vont nécessiter que nous obtenions des réponses très très claires de la part du directeur de la police nationale, que j'ai encore vu à la télé hier soir. J'ai vu quelqu'un de très arrogant, de très suffisant, exactement dans le même état d'esprit que je l'ai vu sur les réseaux sociaux lorsqu'il a fait son intervention samedi soir aux abords de la place des Chênes Brisés. Je considère qu'aujourd'hui, dans le contexte que nous connaissons, après que les Guyanais aient passé 10 mois calfeutrés, ils n'ont pas rechigné à respecter les gestes barrières, ils ont respecté les consignes qui étaient données, eh bien à un moment donné, il faut bien comprendre que les gens aient envie de s'exprimer, qu'ils ont envie de se libérer un petit peu de cette tension accumulée. Et c'est la raison pour laquelle j'avais prévenu Monsieur le Préfet lors de la réunion que nous avons eue vendredi, où je lui disais que, selon moi, il n'y avait rien qui, objectivement, pouvait justifier qu'on élargisse et qu'on renforce le couvre-feu. Par contre, j'avais dit qu'il y a un certain nombre de protocoles qui, de toute évidence, ont bien fonctionné, qu'il fallait peut-être les renforcer avant que d'aller avancer le couvre-feu à 19h, compte tenu de toutes les contraintes que cela organise, que cela entraîne, sur l'économie du pays, sur les activités, notamment les activités sportives. Et je crois que cette décision, qui est très très malvenue aujourd'hui, génère au sein de la population un gros sentiment de frustration, un gros sentiment de ras-le-bol, et pour lesquels je dis qu'il n'est pas trop tard pour faire machine arrière et revenir à la raison. Gabriel Serville, quand on voit à la fois ce qu'il s'est passé ce week-end, mais pas que, quand on voit le ras-le-bol généralisé de la population et que le message de prévention, vous l'avez dit il y a quelques minutes, qui était allé, on va dire, jusqu'à septembre, octobre, encore partagé par un plus grand nombre en Guyane, et qu'aujourd'hui, c'est plus la même chose. Est-ce que c'est vraiment pertinent de déclarer des mesures comme le couvre-feu étendu à 19h, en sachant que l'application de ces mesures ne sera peut-être pas respectée ? Alors, c'est pas pertinent du tout. Je l'ai dit, on aurait pu et on aurait dû même faire une évaluation du dispositif. On aurait dû en faire un bilan. On décide comme ça de renforcer un dispositif dont on ne connaît pas l'efficacité, dont on ne connaît pas l'efficience.
je crois que là, on est en train de fonctionner vraiment à l'envers. Mais vous savez, ce qu'il y a de plus difficile à accepter, c'est quand les habitants de Guyane réalisent qu'il y a des situations sur lesquelles l'autorité de l'État ne s'applique pas. Des situations qui relèvent de l'exercice de compétences régaliennes de l'État qui ne sont pas assumées. Quand on voit Vous pensez à quoi, par exemple ? Quand on voit ce qui se passe dans la forêt guyanaise, des 10 000 garimperos qui sont là, qui pillent, qui tuent, qui volent, qui déversent du mercure dans les eaux de consommation de nos compatriotes qui habitent à l'intérieur des terres, et que l'État n'est pas capable de mettre un terme à ça. Quand je vois à côté de ma permanence à la Pointe-Buzaré, il y a environ 300 à 400 migrants qui vivent dans une promiscuité, qui ne portent pas de nom. Je les vois passer devant la permanence, souvent ils ne portent pas de masque. Ce sont des gens qui sont là les uns à côté des autres, les uns sur les autres, qui sont parmi nous. Et je me rends compte, là encore une fois, sans pointer de l'index les migrants, le problème n'est pas de dire que les migrants sont là, c'est de se poser la question de savoir comment ils font pour arriver là. Que fait l'État ? Qu'a fait l'État pour empêcher que nos frontières ne soient aussi poreuses ? Qu'a fait l'État pour les accompagner ? Qu'a fait l'État pour éviter que ces gens-là ne créent des clusters partout où ils passent ? Et donc, on a pareil, un deux poids, deux mesures, si je vous comprends bien, c'est bien ça. On a observé les jeunes qui s'amusaient à faire des grosses séquences nocturnes à la rue Ernest Prévost ou dans d'autres lieux. On m'a dit que samedi après-midi, il y avait un rassemblement d'environ 300 personnes sur la plage de la Cocoterie à Kourou, sans qu'aucun policier ni aucun gendarme ne soit passé pour leur demander de se disperser. Alors moi, je dis, à un moment donné, il faut arrêter avec ce deux poids et deux mesures, parce que c'est ça qui génère ce sentiment de frustration. Il faut que l'État soit capable d'assumer sa responsabilité, de faire respecter sa souveraineté sur le territoire, mais qu'il arrête de cibler comme ça, de manière très spécifique, des petits groupes de Guyanais qui n'ont rien fait de mal que de se réunir dans un lieu pour manifester, comme le droit de manifestation est inscrit dans la Constitution, leur opposition à un certain nombre de décisions qu'ils considèrent comme étant injustes et totalement iniques. Que l'État soit plus cohérent, on l'a compris. Dernière question, Monsieur Serville, parce qu'on a déjà dépassé le temps imparti. Est-ce qu'en tant que député, vous êtes amené à discuter, on va dire, avec les services de l'État, avec la préfecture, avec l'ARS ? Est-ce qu'il y a une vraie discussion avec vous, élus, et avec les autres acteurs de la vie à la fois politique et même économique guyanaise ? Est-ce qu'il y a une vraie discussion ? Est-ce que tous les avis sont pris en compte avant de prendre une décision, comme par exemple avec le couvre-feu, ou bien il y a une manière un petit peu unilatérale d'imposer les décisions ? Monsieur Zamit, j'ai pour habitude de mettre le pied dans le plat et ce n'est pas aujourd'hui que je vais arrêter. Merci pour cette question qui me permet encore de dire à la population de la Guyane que nous participons souvent à des simulacres de concertation. Lorsque vendredi 8, je suis arrivé avec la ferme volonté d'expliquer que pour moi, il n'était pas nécessaire d'élargir le couvre-feu, quand j'ai expliqué qu'on a eu 0 mort dans nos EHPAD en Guyane et que rien ne justifiait que l'on commence la campagne de vaccination par les pensionnaires des EHPAD, contrairement à ce qui se passe en France hexagonale où il y a eu de véritables hécatombes dans les EHPAD, et que je continue à dire, mais ce que je répète depuis mars 2020, que la Guyane vit avec ses vérités, avec ses particularités, et que dans ce cas d'espèce, il est préférable que la Guyane ait ses propres protocoles, que nous ayons notre propre schéma de lutte contre la propagation du virus, et qu'il n'était pas bon de se calquer comme ça sur les modèles standards édictés par Paris. Eh bien, je me rends compte que même encore aujourd'hui, après 1 an quasiment d'expérimentation, ceux qui sont à la tête du pays, aussi bien à la tête de l'ARS qu'à la tête de la préfecture, continuent à ne pas entendre. Et lorsque j'ai fait un certain nombre de propositions pour qu'on revienne sur l'urgence à élargir la plage du couvre-feu, eh bien, je n'ai pas été entendu, parce que la décision était déjà prise bien avant la tenue de cette réunion où on sert de chambre d'enregistrement, mais qui n'est pas une réunion véritablement de dialogue et de concertation, de production de la solution. Arrêtez avec le mimétisme des standards nationaux, c'est ce que vous avez déclaré il y a quelques heures. Merci beaucoup Gabriel Serville d'avoir été notre invité ce matin pour revenir sur les événements de ce week-end. On le rappelle, cette interview sera réécoutable sur la page YouTube de Radio Pays d'ici quelques heures. Radio Pays.